Monsieur Hunier, nous vous accueillons au sein de l'Assemblée nationale. Nous vous remercions d'être là ce jeudi matin. L'Assemblée nationale a décidé de faire une mission d'information relative à la révision des condamnations pénales. Pour la première fois de la législature, elle a décidé de désigner 2 députés, un député de la majorité, moi-même, Alain Touré, et un député de l'opposition, Georges Fenech, qui appartient à l'UMP. Deuxième chose, nous avons décidé de faire cette mission car nous avons été interpellés par le fait qu'en matière criminelle, il n'y a eu que 8 révisions depuis 1945, malgré la loi de 1989, qu'en matière correctionnelle, environ 40, il y a quelques cas actuellement en stock, mais très peu d'ailleurs. 2 affaires criminelles, je crois, simplement, sont en train d'être étudiées. Et nous nous posons des questions, car nous sommes dans un état de droit et chacun comprend bien que le principe, c'est l'autorité de la chose jugée. Chacun comprend bien que l'exception à ce principe, c'est le fait qu'il ne puisse pas y avoir en prison, malgré la chose jugée, ou à cause de la chose jugée, des personnes innocentes. Nous avons à la fois la procédure devant la commission de révision et la procédure devant la commission de réexamen à étudier. Ce sont 2 choses différentes. Et puis nous nous penchons également sur tout un certain nombre de grandes affaires pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourquoi ça ne s'est pas pu se faire? Ça n'a pas pu se faire éventuellement parce que ça ne devait pas se faire, parce que la personne a été estimée comme coupable et qu'un doute, et quel doute, n'a pas pu convaincre les magistrats. Alors nous aurons à étudier qu'est-ce que ce doute. Est-ce que c'est un doute? Auparavant, on parlait d'un doute sérieux. Le législateur en 89 a supprimé le mot sérieux. Mais la jurisprudence n'en a que très rarement tenu compte. Globalement, ce que l'on demande, c'est à la personne qui est condamnée de démontrer qu'elle est innocente. Et ça serait encore mieux si elle pouvait dire et apporter sur un plateau la personne coupable. Alors, ce sont toutes ces questions que nous nous posons. Vous êtes journaliste, vous avez publié, je crois, en 2011, un ouvrage sur l'affaire Omar Haddad. C'est bien évidemment une affaire qui interpelle beaucoup. On voit ce qui a pu se passer, en sachant également que ici, tout est public, c'est enregistré, donc chacun est responsable de ce qu'il dit. Je tiens à préciser. Voilà. Donc, nous sommes très heureux de vous accueillir et je donne la parole à Georges Fenech. Je vous remercie également, M. Hunier, d'avoir répondu à notre invitation. Votre point de vue nous intéresse. Vous n'êtes pas un praticien du droit, ni avocat, ni juriste, ni magistrat. Vous êtes un observateur, un journaliste qui avait effectivement publié, notamment sur l'affaire Omar Haddad, mais également vous avez participé ou collaboré ou produit des émissions sur les affaires criminelles. Donc ce qui est intéressant d'avoir, c'est votre point de vue, je dirais, extérieur au monde judiciaire proprement dit, sur ces principes d'autorité à chose jugée, la capacité de l'autorité judiciaire à se remettre en cause lorsqu'une erreur judiciaire apparaît. Donc vous avez la parole. Merci. J'espère que je pourrai contribuer à améliorer le système que vous voulez perfectionner. Dans l'affaire Haddad, on est devant, je dirais, un cas un peu particulier parce que, enfin, moi, je voudrais vous rappeler d'abord dans quelles conditions j'ai été amené à m'intéresser à cette affaire. En réalité, bon, je travaille depuis très longtemps en tant que journaliste sur différents sujets d'enquête, notamment des sujets de santé. J'ai travaillé aussi antérieurement sur des sujets comme la mafia russe ou des choses comme ça dans d'autres circonstances. Et j'ai été amené à m'intéresser aux affaires criminelles d'abord par intérêt personnel, on va dire. Et puis, il se trouve que il y a quelques années, NT1 a mis en place une série d'émissions sur les affaires criminelles qui étaient présentées par Yves Régnier. Et il se trouve que le rédacteur en chef de
de cette émission que je connaissais bien, m'a proposé de rejoindre l'équipe et de travailler sur plusieurs sujets que je n'ai pas choisis d'ailleurs. Hein. Ça s'est imposé comme ça. Il m'a dit, on a 10 affaires qu'on va reprendre. Il y a l'affaire Radad, est-ce que ça t'intéresse? Et puis il y a l'affaire Guy Georges. Moi j'ai dit, allons-y. Je ne les connais pas, ces affaires-là, de près, quoi, hein. Donc j'ai accepté. Et c'est comme ça que j'ai été amené à m'intéresser à l'affaire Haddad, sachant que je la connaissais très mal, en fait. Hein. Donc j'avais des yeux totalement neufs. Je n'avais pas de préjugés sur l'affaire Haddad. J'avais plutôt tendance à penser, comme l'opinion en général, qu'il était innocent, mais je n'en savais pas plus. Et donc, quand on prend une affaire, on se trouve surtout avec cette affaire-là confronté à des monceaux de documents qu'il faut très vite, assez vite fouiller et puis essayer de voir, aller à l'essentiel. Et ce qui s'est passé, c'est un peu le hasard en fait du calendrier, c'est que évidemment on dresse une liste de gens à interroger, et il se trouve que l'une des premières personnes que j'ai interrogées dans cette affaire, c'était un avocat qui avait été mandaté par la défense, par Jacques Vergès, pour enquêter, réenquêter sur l'affaire, trouver de nouveaux éléments. Et c'est lui c'est avec ces éléments-là qu'ils étaient allés en 2002 devant la commission de révision qui les avait renvoyés à leurs chères études, puisque la commission de révision a estimé qu'il n'y avait pas d'éléments nouveaux. Et en interrogeant ce détective, j'ai été d'abord très impressionné par ce qu'il me racontait, parce qu'il avait, on va dire, un autre point de vue et surtout un autre coupable, même 2 autres coupables, et il avait un engrenage, il démontrait tout un engrenage autre que celui qui était celui de la version qui avait été retenue par les jurés en 1994. Cet engrenage, c'était que la cuisinière de Madame Marshall à l'époque avait fait rentrer 2 individus qui étaient des repris de justice et que c'était ces individus-là qui avaient massacré Madame Marshall. Et au départ, j'étais vraiment très impressionné parce que tout ça paraissait très cohérent. Et j'ai commencé à regarder ça de près et je me suis aperçu que ça tenait pas du tout la route et que non seulement ça tenait pas la route, mais que c'était une invention pure et simple. Et c'était charge à moi de démontrer que c'était une invention, si vous voulez. Et pardon ? Eh bien, tout ce que le détective affirmait était monté de toutes pièces. Et donc, c'était très étonnant de voir que le château de cartes, en quelque sorte, ne tenait pas du tout la route et pouvait s'effondrer très facilement. Et donc, j'ai été amené, en fait, à tirer sur une ficelle derrière lequel je l'ai raconté dans le livre, il y a tout un édifice qui finalement était monté de toutes pièces par la défense et qui n'avait rien à voir du tout avec la réalité. Et ce qui est très surprenant, pour faire le lien avec la commission de révision, c'est que les éléments fournis par Jacques Vergès devant la commission de révision, qui étaient des éléments que le détective avait lui-même, c'est-à-dire des témoignages, etc., que le détective a lui-même fournis à Jacques Vergès, étaient des éléments totalement faux. C'était des témoignages non signés, non datés, qui n'avaient strictement aucune valeur juridique et qui reposaient, si vous voulez, sur c'était de la falsification, quoi. C'est-à-dire qu'on prétendait avoir interviewé des gens et que ça ne correspondait pas du tout. Alors, évidemment, à partir de là, ma perception de l'histoire a été très différente parce que j'ai commencé par montrer je me suis aperçu très vite que la défense pouvait absolument inonder l'opinion publique par des informations totalement fallacieuses. Totalement fallacieuses. Et entre il y a eu plusieurs détectives dans cette affaire. L'un comme l'autre, les deux qui étaient en... Parce que, je ne sais pas si vous connaissez bien l'affaire, mais au départ, il y avait 2 avocats qui avaient été mandatés pour défendre Omar Haddad, qui étaient des avocats de Nice, qui ont été ensuite mis sur la touche au profit de Jacques Vergès. Mais les 2 autres avocats avaient aussi mandaté un détective. Et tous les deux étaient, que ce soit l'avocat de Vergès, que ce soit l'avocat
que ce soit le détective de Vergès ou que ce soit le détective de l'autre partie, des deux autres avocats, tous deux montaient des dossiers complètement bidons. Et ça, c'est quand même une interrogation fondamentale, c'est comment on peut faire avaler à l'opinion publique des documents, enfin, faire passer dans l'opinion publique, asséner des contre-vérités sans que personne ne puisse dire le contraire. Et l'institution elle-même, par exemple, c'est très frappant, comme je vous l'ai dit, de constater que, moi je les ai eus, les documents qu'a fournis le Jacques Vergès auprès de la commission de révision, les témoignages. Donc comme je vous l'ai dit, ils sont non signés, non datés. La même technique a été utilisée, avec dépôt de plainte à la suite, dans l'affaire de Torigné en Charny, l'affaire, je ne me souviens plus le titre, qui d'ailleurs a obtenu une révision, puis finalement, comment s'appelle l'affaire Le Prince. Hein, donc voilà l'affaire Le Prince. Dans l'affaire Le Prince, le même détective a été mandaté par la famille, le même, 18 500 €. Résultat, il a fourni trois témoignages, 3 ou 6, je ne sais plus, non datés, non signés, totalement bidon, quoi, totalement bidon. Comment se fait-il que la commission de révision elle-même ne réagisse pas à ça? Pourquoi est-ce que l'institution ne communique pas sur ce genre de tour de passe-passe, quoi, hein? C'est totalement, on est devant une escroquerie. Bah, il faudrait que vous lisiez mon livre, parce que j'ai donné j'ai donné les trois. Moi, j'ai repris l'affaire depuis le début, enfin depuis les derniers événements, à savoir l'histoire de l'ADN. Et on voit très bien qu'il y a deux versions. On peut dire qu'il y a deux versions il y a deux scénarios, soit celui de l'accusation, soit celui de la défense. Dans les scénarios de la défense, il y a deux versions possibles que j'ai reprises, celle de Vergès, avec le détective, et celle de Jean-Marie Roire, qui est l'écrivain qui a pris la défense du comité de soutien à Omar Haddad. Dans les deux cas, c'est totalement fumeux, ça ne tient absolument pas la route. C'est-à-dire que les faits, on ne tient pas compte des faits. Dans les deux cas, on est devant un phénomène, on va dire, idéologique, qui consiste à dire que parce que M. Haddad est, alors dans le cas de Vergès, il a repris sur les marches du palais, parce que Omar Haddad est marocain, pauvre, immigré, il est forcément innocent. Dans le cas de Jean-Marie Roire, là on est dans une illumination quasiment mystique, qui consiste à dire qu'il a eu une révélation comme quoi Omar Haddad était innocent et qu'ensuite il a fait une enquête, et moi j'ai repris son enquête élément par élément, et en fait, il élimine tout ce qui le gêne. Tous les éléments qui peuvent le gêner, il les met de côté pour aboutir finalement à la conclusion que c'est l'histoire que c'est le temple solaire qui est mêlé à cette affaire. Et le gars du temple solaire, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, un type est arrivé 10 ans après en disant je sais ce qui s'est passé parce que j'étais le chauffeur de Di Mambro, je crois, qui dirigeait le temple solaire. Et c'est moi qui ai emmené trois caïds du groupe chez Madame Marshall ce jour-là, probablement parce que elle était membre du temple solaire et que elle payait pas sa cotisation, etc. Alors ce type-là, j'ai fait des recherches. Il a des condamnations longues comme le bras en Suisse pour escroquerie, tout ce que vous voulez, quoi. Donc on a dans cette affaire des gens qui occupent l'espace médiatique, qui sont dans les trois cas des gens qui ont été condamnés par la justice, qui utilisent des méthodes frauduleuses, qui continuent à agir sans aucune immunité et qui absolument inondent l'opinion publique avec des informations totalement bidons. Donc il me semble que là, il y a quand même quelque chose qui montre un certain dysfonctionnement sur lequel il faudrait se pencher. Alors évidemment, c'est toujours très difficile. Pour moi, ça a été délicat parce que quand vous allez à contre-coup, quand vous êtes journaliste, vous faites une enquête et puis vous racontez ce que vous avez trouvé. Vous n'avez pas normalement à embellir ou comment dirais-je,
assombrir la réalité. En l'occurrence, je me suis trouvé devant un cas difficile, situation difficile, puisque l'opinion publique est majoritairement favorable à Omar Haddad. Bon. Et moi, je voyais bien que les éléments factuels n'allaient pas du tout dans ce sens-là. Quand on regarde l'affaire de très près, qu'on élimine toutes les fausses pistes, le second Omar, le couteau qui a été trouvé dans le rocher, la camionnette dans laquelle on a trouvé du sang, etc., le témoignage d'un ouvrier tunisien qu'on est allé rattraper, etc. Quand on élimine toutes ces fausses pistes qui sont autant de hochets pour alimenter la galerie, pour comment dirais-je, amuser la galerie, on s'aperçoit que si on regarde les faits, c'est beaucoup plus difficile d'aller dans le sens de l'innocence. Très difficile, très très difficile. Oui. Je l'ai là. C'est un arrêt qui a été rendu le 25 juin 2001 et qui décide, la commission de révision décide de saisir la Cour de révision. Et donc, ce sont quand même 5 magistrats qui décident ça, donc qui estiment qu'il y a un doute quand même. Et que si la commission de révision a plénitude de juridiction pour estimer que les conditions de la loi ne sont pas remplies et rejeter les requêtes qui lui sont soumises, elle a également pour mission de saisir la chambre criminelle, statuant comme cour de révision, etc. Mais en ce qui concerne, elle dit ceci, attendu d'une part que les experts en écriture, commis par la commission, considèrent qu'aucune identification de l'auteur des inscriptions n'est possible, alors que les experts désignés par le magistrat instructeur avaient formellement conclu que Y, Haddad, avait tracé de sa main les 2 messages. Oui, que ça jette un doute, ça. Y, oui, pardon, c'est la victime, bien sûr. Oui. Il a tracé de sa main les 2 messages. Il faut revenir à l'origine de cette affaire. Le juge d'instruction avait demandé une expertise en graphologie. Dans le livre, j'ai publié les documents. Le premier graphologue qui a été mandaté par le juge d'instruction a conclu effectivement que les inscriptions avaient été réalisées par Madame. C'était bien l'écriture de Madame Marchal. Bon. Donc la défense a demandé une contre-expertise normale, acceptée par le juge d'instruction, et la contre-expertise a encore plus, mandatée par la défense, a encore plus estimé que l'écriture était le fait de Madame Marchal. Bon. Alors, ensuite, au procès, comme vous le savez peut-être, Jacques Vergès, ça a été un des éléments clés qu'il a bétonné au maximum en disant que la graphologie, de toute façon, n'avait aucune valeur scientifique. Que donc, quelle que soit l'orientation, les conclusions qui étaient données, elles n'avaient aucune valeur. Bon. Devant la commission, ils sont revenus à la charge pour éliminer, parce qu'effectivement, quand on regarde les lettres, c'est extrêmement troublant de voir que c'est très difficile de ne pas dire que ça n'est pas Madame Marchal. Et les experts graphologues mandatés, enfin les graphologues mandatés par la commission de révision n'avaient pas les documents originaux, ils avaient des documents qui étaient des reproductions. C'était plus difficile. Et ils n'ont pas, en l'occurrence, éliminé la possibilité que ce soit Madame Marchal. Ils ont simplement dit que c'était difficile, en quelque sorte, de dire que c'était qui que ce soit, de donner un nom. Et c'est un des éléments où l'on voit que, justement, là, on est dans un flou complet et que c'est très difficile ou alors on décide que la graphologie ne doit pas intervenir dans une affaire criminelle, dans un jugement, comme élément, et donc on l'élimine dès le départ complètement, ou alors on tient compte des avis des experts qui sont ceux qui ont, comme je vous l'ai dit, premier expert, deuxième expert, qui sont basés sur des documents réels et pas sur des documents qui étaient des reproductions et très difficiles à apprécier. Attendu que si la découverte d'empreintes génétiques masculines sur les 2 portes servant de support aux inscriptions accusatrices ainsi que sur le chevron constitue un élément nouveau, il est impossible de déterminer à quel moment antérieur, concomitant ou postérieur au meurtre, ces traces ont été laissées. De nombreuses personnes ont pu approcher des pièces à conviction avant le meurtre et faute de précautions suffisantes après celui-ci. C'est très intéressant. C'est un aspect que j'ai fouillé. Je commence d'ailleurs le livre par ça, puisque c'est un des aspects les plus récents.
L'histoire de l'ADN, c'est totalement fumeux. Pour une raison simple, je l'explique, c'est que de quoi parle-t-on quand on parle d'ADN? Si on avait trouvé de l'ADN, si on avait trouvé l'ADN d'Omar Haddad sur les portes de la cave, ça ne veut strictement rien dire. Si on trouve votre ADN sur la porte là, ça ne veut pas dire qu'il y a un crime qui est commis demain matin ici, ce que je ne souhaite pas, et qu'on trouve votre ADN sur la porte, ça ne veut absolument pas dire que vous êtes coupable de ce crime. Pour une raison simple, c'est que vous étiez là, vous avez de l'ADN, et on trouvera de l'ADN de tout le monde sur la porte. On a trouvé des différents ADN sur la porte de la chaufferie de la cave où il y avait les inscriptions Omar m'a tué, mais c'était une porte de cave. Omar Haddad avait accès à la cave, il y est descendu plusieurs fois, comme de nombreuses autres personnes, que ce soit des ouvriers, que ce soit par la suite les journalistes, etc., les policiers, tout le monde a eu accès à cette cave. Ça ne veut absolument rien dire. Et en plus, il y a là encore une intoxication. C'est ça qui est très important dans cette affaire. C'est que moi, ça m'a surpris qu'on puisse à ce point manipuler l'opinion, à ce point. C'est-à-dire que les avocats de la défense ont absolument pu dire n'importe quoi et personne n'est venu le contredire. Quand la nouvelle avocate d'Omar Haddad, Mme Novakovic, qui a repris le dossier, demande une nouvelle expertise de l'ADN, elle ne dit pas de quoi il s'agit. Ce sont des ADN de contamination, c'est-à-dire c'est l'opinion publique, et quand on regarde le dossier qu'on ne le connaît pas, on se dit c'est assez simple, il y avait la lettre, il y avait le sang de Mme Marshall, et en dessous on a trouvé l'ADN de quelqu'un. Mais c'est pas ça du tout. On a trouvé les empreintes de quelqu'un, c'est pas ça du tout. Ce sont des empreintes de contamination, c'est-à-dire de la sueur, de la salive, mais c'est microscopique, on ne peut rien en faire. On ne peut absolument rien en faire. Et même si on trouvait l'ADN d'Omar Haddad, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il est coupable. Le fait qu'on n'en trouve pas, ça ne veut pas dire non plus qu'il est innocent, ça ne veut rien dire du tout. C'est une opération d'intoxication de l'opinion publique. Je rappelle dans le livre un élément que personne, je crois, très peu de gens ont en tête, c'est que l'affaire Haddad est une affaire politique finalement. L'affaire Haddad est une affaire politique qui regarde directement le Maroc. Qu'est-ce qui s'est passé quand Omar Haddad a été arrêté par les gendarmes pour interrogatoire? C'était absolument normal, il n'y avait pas de raison de ne pas l'interroger. Il a été interrogé comme témoin. C'est ensuite qu'on s'est aperçu qu'il n'avait pas d'alibi, etc., et qu'il a été mis en garde à vue puis inculpé. Mais en arrière-plan, au moment où l'affaire se passe, on a un conflit à l'intérieur du royaume du Maroc entre le roi Hassan II et son neveu qui s'appelle Moulay Hicham. Le prince Moulay Hicham, qui est le cousin du roi actuel. C'est lui qui... Alors, Moulay Hicham, c'est un universitaire brillant qui exerce aux États-Unis, à Stanford, et qui était partisan, je ne sais pas s'il l'est toujours, de l'instauration de la démocratie au Maroc. Alors, il était déjà en conflit avec la famille, avec son oncle. Il y a eu plusieurs histoires auparavant, notamment des histoires de famille, mais aussi des histoires personnelles. Et lui, quand Omar Haddad a été mis en cause, c'est lui qui s'est emparé du dossier, et c'est par son intermédiaire que les deux avocats niçois ont été choisis. La cause était extrêmement populaire au Maroc, extrêmement populaire. Et le roi Hassan II, voyant qu'il avait pris du retard dans cette affaire, a décidé de combler ce retard pour revenir en quelque sorte sur le devant de la scène avec cette affaire. Et c'est à ce moment-là qu'il a nommé Jacques Vergès pour remplacer les deux autres avocats. Au départ, ils devaient cohabiter tous les trois, mais en fait, ça s'est très mal passé puisqu'ils n'avaient pas du tout la même vision des choses sur la défense du dossier et notamment sur les fameuses inscriptions. Vergès disait que, si je me souviens bien, quelqu'un avait pris la main de Madame Marshall pour l'obliger à écrire Omar m'a tué, et puis les autres avocats avaient une autre version. Donc ils se sont séparés. Jacques Vergès est arrivé au procès, il ne connaissait pas le dossier, très très mal. Il n'a pas du tout défendu Omar Haddad pendant le dossier, pendant le procès. Il ne l'a pas défendu. Si vous lisez, moi j'ai interrogé les journalistes qui étaient présents. Vergès était absent des débats et il avait réservé, en quelque sorte, il savait que sur les faits, il ne pouvait pas gagner, je pense.
pense qu'il savait que sur les faits, il ne pouvait pas gagner. C'est pour ça qu'il a politisé l'affaire, et qu'il en a fait une affaire de racisme, etc., sur les marches du palais, devant les caméras de télévision, etc. Vous connaissez la suite. Mais derrière tout ça, il y a le conflit donc entre Moulay Hicham et le roi Hassan II, qui a repris l'ascendant dans cette affaire. Et le Maroc, depuis, ne renonce pas à comment dirais-je, à obtenir l'innocence d'Omar Haddad, ne renonce pas. Et l'une des stratégies qui a été mise en place, c'était de jouer précisément la carte de l'opinion publique contre l'institution judiciaire. J'ai bien entendu, vous connaissez tout ça parfaitement. Moi, j'ai simplement les arrêts. Hein. Je lirai votre bouquin. Je viens de demander à notre administratrice, on va lire votre bouquin. Maintenant, je voudrais, puisque vous savez, on le voit à travers cette affaire-là, éventuellement à travers d'autres affaires extraordinairement réfléchies, je voudrais que vous nous parliez de la notion de doute. Parce que, manifestement, là, vous n'avez aucun doute. Bon, quand on n'a aucun doute, c'est simple. Quand on a un doute, quel est selon vous le doute qui doit amener une révision? Est-ce que c'est un doute sérieux? Est-ce que c'est un doute simple? Est-ce que c'est un moindre doute? En tant que citoyen et en tant qu'investigateur, journaliste d'investigation là-dessus, qu'est-ce qui vous interpelle? Qu'est-ce que vous estimez utile de pouvoir retenir comme notion de doute? Il doit être fondé et établi sur des éléments factuels, pas sur des élucubrations. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. On peut pas, parce que on a dans cette affaire, si vous voulez, on peut dire que dans l'histoire française, on retrouve un certain nombre d'affaires comme ça où vous vous souvenez, où d'emblée on jette en pâture un coupable ou un innocent. À la figure de l'opinion publique. Si vous vous souvenez de l'affaire de Bruant-Nartois, le juge, pas le juge Lambert, mais le notaire, d'emblée, il était coupable aux yeux de beaucoup de gens, alors qu'on ne savait pas du tout ce qui s'était passé. Il y a eu beaucoup d'affaires comme ça où d'emblée, voilà, alors il est innocent, il est coupable, sans que la justice, sans qu'il y ait eu d'enquête, etc., uniquement sur des présomptions idéologiques. Et moi, quand je me suis occupé de l'affaire Haddad, j'ai vu très vite, comme je vous l'ai dit au départ, bon, je savais pas en fait, donc je me suis dit, je vais regarder ce que je trouve, je vais pas, bon. Mais quand j'ai commencé à en discuter autour de moi, j'ai bien vu que tout le monde avait une opinion, mais que personne ne savait réellement ce qui s'était passé. Il y a eu l'histoire de l'écriture, il y a eu l'histoire donc de la faute d'orthographe, il y a eu l'histoire du complot, etc. Enfin, tout le monde avait un bout un fragment d'opinion, mais personne ne savait. Et donc, j'ai pas appuyé en fait là, si ça va marcher. Et donc, je crois que là, il y a un problème de fond, c'est-à-dire que l'opinion publique se fait donc sa propre opinion sur des éléments qui ne sont pas souvent des éléments factuels. Et on voit bien que dans l'affaire Haddad, c'est l'idéologie qui a triomphé, y compris à travers, et ça c'est très difficile parce que ça pose un problème majeur, y compris à travers les médias. Les médias ont largement pris fait et cause pour Omar Haddad sur une base idéologique. Et donc on s'est retrouvé, moi j'ai bien vu quand j'ai interrogé les gens, il y avait ceux qui pensaient, parce qu'il était, de par son origine, maghrébin, pauvre, immigré, jardinier, il était forcément innocent. Et il y a ceux qui pensaient exactement l'inverse pour les mêmes raisons, enfin pour les raisons inverses, c'est-à-dire que parce qu'il était marocain, etc., il était forcément coupable. Vous voyez? Mais ceux-là, bon, il y en avait beaucoup moins et ils ne le disaient pas de toute façon. Mais enfin, il suffisait de gratter un peu pour le savoir. Donc on se trouve devant un problème qui est que l'opinion publique n'a pas accès aux faits. Ça, c'est un problème sérieux. Et l'histoire du doute, c'est la même chose. C'est-à-dire que si la justice fait correctement son travail, que quelqu'un est accusé, condamné, pour que une révision soit obtenue, il faut effectivement que
l'édifice puisse être contesté et qu'on puisse apporter des éléments tangibles, sérieux, et pas sur la base de personnages comme ces détectives qui sont des illusionnistes. Je crois qu'il faut faire une différence entre deux sortes de choses. Les arguments, leur valeur, leur recevabilité, leur crédibilité, et ensuite le doute qu'ils sont susceptibles d'entraîner. Lorsque un argument, comme vous l'établissez, résulte d'une manipulation, bien évidemment, il doit être éliminé. Le problème que je pose n'est pas celui-là. À partir du moment où l'argument est recevable, correspond à un élément de vérité. Voilà, incontestable. Je dis bien l'argument incontestable. Quel doute doit être retenu à partir du moment où, par principe, l'argument est incontestable? On est bien d'accord. On a un argument incontestable, donc de manière très différente avec ce que vous dites. Bon, un argument incontestable. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce que l'on doit retenir pour faire en sorte qu'il y ait soit une nouvelle procédure, soit la décharge de la mémoire d'un mort, etc. Dans cette notion de doute qui s'établit à partir de l'élément incontestable. Jusqu'en 1989, on disait que le doute devait être sérieux. Depuis 1989, c'est faux. On a supprimé le mot sérieux. Le législateur l'a supprimé, volontairement. Volontairement, c'était une volonté absolue de l'Assemblée nationale. Donc, la notion de doute sérieux n'existe plus. Donc, il faut que, et volontairement, le législateur a mis doute sans le préciser. Et vous qui êtes vraiment au cœur de ces affaires-là, à partir de quand doit-on estimer sur un élément incontestable? On est bien d'accord. À partir de quand doit-on basculer dans la notion de doute pour permettre une révision? Est-ce qu'un doute peut ne pas être sérieux? C'est ça la question en fait. Est-ce qu'on a des doutes qui ne sont pas sérieux? À ce moment-là, ce n'est pas des doutes, ce n'est pas un doute s'il n'est pas sérieux. Non? Non, mais je vous pose la question. Si vous voulez, il y a plusieurs problèmes qui se posent. C'est qu'en amont, il y a déjà effectivement le travail de l'enquête. Normalement, le travail de l'enquête, c'est lui qui établit les preuves, les doutes, les accusations, les éléments qui, au contraire, plaident en faveur de l'inculpé, etc. Donc là, il y a tout ce travail, et peut-être que là, il y a aussi... Parce qu'en France, l'enquête est très souvent remise en question. Si vous avez remarqué, dans beaucoup d'affaires, on dit « Ah bah oui, mais l'enquête était très mal faite, et ceci, cela ». D'ailleurs, c'est aussi... c'est quasiment un leitmotiv chez les avocats de la défense de dire l'enquête était très mauvaise. Donc là, il y a peut-être aussi en amont un travail à faire sur la qualité de l'enquête, si elle doit être, si on estime que la formation des gendarmes qui mènent, ou la police qui mène l'enquête n'est pas suffisante. Ensuite, il y a des éléments scientifiques qui peuvent intervenir, comme par exemple le fait de découvrir 10 ou 15 ans après, grâce à l'ADN, que telle ou telle personne, on trouve l'ADN de telle ou telle personne dans une affaire criminelle. Bon, évidemment, il y a eu plusieurs affaires où quelqu'un avait été condamné et puis on s'est aperçu que c'était telle autre personne qui était sur les lieux grâce à l'ADN. Donc ce sont des preuves, on va dire, tangibles dans ce cas. On peut pas, le doute, si je puis dire, est sérieux là. Et il y a toute une zone de beaucoup plus délicate, effectivement, c'est peut-être à ça que vous faites allusion, où il est très difficile d'établir complètement que le doute est sérieux. Oui. Matériel, effectivement, dont vous parlez, et les témoignages. Dans l'affaire Seznec, il y a eu tout un certain nombre de témoignages. Dans l'affaire Le Prince aussi. Voilà. Et bien souvent, la Cour de révision élimine les témoignages au motif que ce sont soit des témoignages indirects, parce qu'il y a eu du temps de passer. Hein, donc, c'est la notion de témoignage indirect. Ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Soit témoignages qui
qui, avec le temps, ont été susceptibles d'être moins le reflet certain de la vérité. Voilà. Les témoignages, vous devez apporter des éléments nouveaux devant la commission de révision, et les témoignages font partie de ces éléments nouveaux. Encore faut-il que ces témoignages soient fiables. C'est là que c'est vraiment très difficile, parce qu'effectivement, on a des gens, soit on a des manipulateurs, notamment parmi les détectives, qui viennent vous apporter des témoignages qui sont totalement bidons, ou qui même incriminent d'autres personnes. J'ai vu dans l'affaire Haddad, c'est le cas. Hein. Et je ne comprends pas comment la commission de révision peut laisser passer ça. C'est ça moi, ça me sidère, ça. Ça me sidère. Oui, c'est simplement une précision de terminologie, si vous permettez. Monsieur Hunet, ce ne sont pas des experts graphologues. Comme vous le savez, la graphologie est une science qui étudie la psychologie à partir de l'écriture. On a affaire à des experts en écriture. Oui. Qui utilisent des méthodes très sophistiquées aujourd'hui par balayage électronique, etc., et qui aujourd'hui sont capables de donner des estimations très proches d'un pourcentage très élevé, de dire telle écriture provient bien de cette personne-là ou pas. Voilà. Donc, je voulais simplement préciser ça. En tout cas, moi, ce que je retiendrai de votre audition, et on vous en remercie, la mission vous en remercie, c'est qu'il faut à tout prix éviter que l'institution judiciaire soit elle-même contaminée par une pression de l'opinion, une pression déformée par un système de défense qui, évidemment, cherche à faire acquitter son client, même s'il est coupable. Et donc, une pression de l'opinion, une pression aussi des médias. Et donc, c'est tout l'honneur de la justice, et des procédures qui sont là pour éviter cette perméabilité. On l'a vu à travers l'affaire d'Outreau, à quel point les juges ont été contaminés eux-mêmes, les procureurs, par la pression médiatique. À un certain moment, on l'a vu dans l'affaire Baudis. Oui. Le procureur avait lui-même reconnu qu'il avait ouvert une information judiciaire sous la pression des médias. Tout à fait, oui. Et de l'opinion. Donc, je pense que ce que retiendra la mission de votre audition, c'est effectivement toutes les garanties que nous devons prendre pour que la justice ne soit pas perméable à cette pression, qu'il n'y ait pas de substitution d'une justice d'opinion par rapport à la justice, ce qui n'enlève en rien, évidemment, à l'importance, l'intérêt de notre mission qui consiste à faire en sorte que la justice puisse, de manière sereine, équilibrée, indépendante, revenir sur des décisions lorsqu'un doute que vous ne voulez pas qualifier parce que vous avez estimé qu'il ne peut pas y avoir de doute autre que d'un doute recevable, donc sérieux. Il faut qu'à ce moment-là, les procédures soient aussi protectrices des personnes qui peuvent avoir fait l'objet d'une erreur judiciaire. Voilà ce que je retiendrai en tout cas de votre audition. Oui, et la question qu'on peut se poser, c'est comment l'institution judiciaire peut, d'une certaine manière, rééquilibrer la balance, parce qu'elle est sous le feu, parfois à juste titre, de la critique, mais parfois, face à la pression que vous décrivez, médiatique, etc., elle ne répond pas, en fait. Personne ne comprend, par exemple, beaucoup de gens ne comprennent pas que dans l'affaire Haddad, personne ne dise rien, quoi, enfin, du point de vue de l'institution judiciaire. Et la différence, elle vient essentiellement du fait, c'est que l'opinion publique a accès à un certain nombre d'informations qui proviennent par définition des médias, la partie adverse, etc. Et elle n'a pas accès aux documents, la plupart des documents. Les juges, eux, ont accès aux documents. Les juges, eux, peuvent voir que tel ou tel témoignage qui a été apporté est sérieux ou pas. Mais l'opinion publique, bien souvent, ne le sait pas. Et donc, il y a un déséquilibre qui, à mon sens, comment dirais-je, nuit à l'image même de l'institution. C'est-à-dire érode la confiance de l'opinion envers l'institution judiciaire. Parce que les gens disent, mais alors attendez, on nous dit que l'ADN de Omar Haddad c'était pas le sien qui était sur la porte, c'était l'ADN de deux malfrats, etc. Pourquoi est-ce qu'il est toujours coupable? Les gens savent pas que ça c'est
c'est du baratin, quoi, en quelque sorte. Ils n'ont pas l'explication. Donc il me semble qu'il faudrait que l'institution judiciaire, je ne sais pas comment, puisse communiquer aussi d'une façon ou d'une autre pour éclairer d'une certaine manière l'institution judiciaire, l'opinion publique, pardon. Il faudrait qu'il y ait quelque chose là qui, parce que une partie de la perte de confiance du peuple, on va dire, dans son institution judiciaire vient de là. Une partie, c'est une toute petite partie évidemment, mais enfin, c'est quand même dans des affaires qui sont considérées comme des affaires importantes. Hein, vous avez parlé de l'affaire Baudis et d'autres, l'affaire Radan en fait partie, c'est des très grandes affaires criminelles. Il faudrait que l'institution judiciaire puisse être garante du bon fonctionnement de sa propre institution et puisse communiquer des éléments, je ne sais pas encore comment, à l'opinion publique. On ne peut pas avoir un tel déséquilibre parce que personne ne comprend. Personne ne comprend. Les gens disent mais c'est pas possible. Oui, les juges sont pourris, ceci, cela. Enfin, il y a plein d'explications totalement fumeuses. Alors que dans beaucoup de cas, l'institution fait son travail, c'est sérieux, mais elle ne rend pas compte. Les gens ne sont pas informés. Il y a qu'une source d'information et qui est pas forcément. Moi, je vous dis, c'est pour ça que je vais préciser que je m'étais trouvé dans une position délicate en tant que journaliste parce que bon, il fallait bien communiquer ce que j'avais trouvé. J'allais pas aller dire ah bah finalement par un espèce de retournement tout ça. Vous voyez, et donc en tant que journaliste, aller contre l'opinion publique et aller contre l'opinion des autres confrères, c'était pas très facile. C'était même assez délicat. Et je peux vous dire que je suis allé que dans les rédactions quand le livre est sorti. Ça a fait beaucoup de barouf, mais beaucoup ont refusé d'en parler. Vous savez, je crois que c'est toujours, comme toujours, une question d'équilibre et de mesure. Vous dites que la justice devrait communiquer. Il y a aussi les risques contre-productifs d'une surcommunication. Tout à fait. Vous avez cité l'affaire de Bruyant-Lartois. Qui ne se souvient des communications intempestive, je dirais, du juge Pascal, qui occupait les médias et qui s'exprimait sur l'instruction de son affaire et qui finalement avait retourné l'opinion en sa faveur contre le notaire Leroy, etc. Vous voyez donc les difficultés de l'exercice. C'est très difficile. Ceci dit, la meilleure communication de la justice, c'est une motivation. C'est une motivation très claire de cette décision. Et nous réfléchissons d'ailleurs nous-mêmes à faire en sorte que les arrêts de cour d'assises soient davantage explicites et motivés. Voilà. Alors, une question, est-ce que vous avez travaillé sur l'affaire Dominici ?